Alors, le but de cette présentation, c'est de faire un point sur l'économie agro-pastorale des places centrales alstatiennes. Alors, il s'agit d'un dossier qui a été rarement abordé dans l'archéologie du premier âge du fer, sinon de façon relativement secondaire ou bien dispersée. C'est un dossier qui est très riche et que je souhaite aborder au prisme des aménagements qui sont en relation avec le stockage. Alors, tout d'abord, pour mettre en perspective le sujet, il est important de faire un bref rappel historiographique et puis aussi de donner quelques définitions. Donc, les places centrales alstatiennes ont longtemps été qualifiées de résidences princières. Ces résidences princières auraient été incluses dans une économie monde centrée sur la Méditerranée, avec donc une économie fondée sur les échanges à longue distance avec, en particulier, le monde grec et l'Étrurie. Concrètement, cela signifie qu'en contrepartie de biens de prestige manufacturés qui permettaient d'assurer leur pouvoir, eh bien, les princes et princesses alstatiennes auraient centralisé des matières premières métalliques, des matériaux semi-précieux, tels que l'étain, l'or, l'ambre, le fer, etc. Tout ceci afin de satisfaire des besoins pour les principales économies méditerranéennes. Alors, ce modèle des résidences princières, incluse dans une économie monde, a été, à juste raison, beaucoup critiqué depuis une bonne trentaine d'années maintenant. Alors, sans entrer dans les détails, on constate que les sites identifiés sont en réalité très différents, que ce soit en termes de taille, d'organisation, de statut et de chronologie. Bref, ils ne relèvent pas d'une même catégorie ni même d'un même statut, mais ils sont néanmoins identifiables à un même groupe d'habitats que l'on peut qualifier de places centrales. C'est-à-dire que ce sont des habitats qui sont en tête de réseau hiérarchique et ou économique. Ces sites sont souvent fortifiés, mais pas toujours. Et bien entendu, ils s'insèrent dans de vastes réseaux de contacts. Ce sont ces réseaux de contacts qui ont beaucoup focalisé la recherche jusqu'à présent. Alors, une des nouveautés quand même des recherches depuis une trentaine d'années, c'est qu'on a mis l'accent sur l'importance des activités de production artisanale sur une partie de ces sites. Donc ça signifie que l'économie de ces sites, qui a été longtemps confinée à un secteur que l'on pourrait qualifier de tertiaire, montre qu'elle englobe aussi ce que l'on pourrait appeler le secteur secondaire. Alors mon idée est de montrer que cette économie des places centrales alstatiennes relève aussi du secteur primaire et que les productions agro-pastorales sont un enjeu crucial, ce qui n'a jamais véritablement été développé jusqu'à présent. Alors une question aussi importante mériterait une approche pluridisciplinaire en croisant notamment les études paléo-environnementales avec toutes les autres qui peuvent être conduites. Alors à défaut de pouvoir initier un tel programme, je tenterai quand même d'aborder la question au travers d'un proxy, celui des modes de stockage des denrées alimentaires au travers donc des structures aménagées qui pouvaient être dédiées à ces activités. Alors jusqu'à présent, ces structures ont été présentées comme étant quelque chose d'assez anecdotique, contrairement donc à d'autres aménagements ou à d'autres vestiges qui, eux, ont fait l'objet de beaucoup de recherches. Mais afin de mieux comprendre mon approche, il est utile de voir comment ces aménagements sont observés sur des sites qui se prêtent bien, ou mieux en tout cas, à leur caractérisation, et je veux entendre par là les fermes et autres unités de production, d'exploitation agro-pastorale. Donc je vais faire un détour en m'intéressant aux fermes tout simplement les plus facilement identifiables, à savoir celles qui comportaient un système d'enclos. Ces fermes à enclos sont relativement rares dans le monde alstatien occidental. En revanche, elles sont bien documentées dans d'autres régions, en particulier dans la partie, on va dire, centrale ou orientale du domaine alstatien. Je pense en particulier à la Bavière. Et puis, on les trouve également en nombre important dans la sphère du premier âge du fer atlantique, c'est-à-dire dans les régions nord et nord-ouest de la France. Donc vous l'avez compris, ce détour par ces fermes, qui pour certaines d'entre elles d'ailleurs datent véritablement du tout début du premier âge du fer, ce détour sera donc à la fois spatial et pour partie chronologique. Alors,
Alors, il me semble qu'une petite ferme, comme celle de Juniville, qui est donc une ferme palissadée, qui fait un peu plus d'un demi-hectare, est un bon exemple des aménagements que l'on peut mettre en correspondance d'une manière générale avec le stockage des denrées agro-pastorales. Alors, on va trouver tout d'abord un bâtiment résidentiel qui est placé généralement au fond de l'enclos. L'enclos palissadé s'ouvrant généralement par une ou plusieurs portes renforcées, et l'ensemble du dispositif permettant de mettre à l'abri à la fois la communauté, les humains, et puis aussi, bien entendu, les denrées, éventuellement le bétail qui peuvent se trouver à l'intérieur. Par ailleurs, on va trouver dans cet enclos toute une série de petits bâtiments, généralement sur 4 ou bien sur 6 poteaux, qui généralement ne couvrent que quelques mètres carrés de superficie. Et ces petits bâtiments quadrangulaires sont généralement interprétés comme des greniers. Bon, on n'a pas toujours des évidences de cette fonction, mais dans quelques cas, quand même, on peut trouver effectivement des accumulations de restes carbonisés, de carporestes carbonisés qui attestent. Donc, ce sont parfois bien des greniers. Et puis, comme vous le voyez, ces greniers sont soigneusement alignés, que ce soit à l'intérieur de l'enclos, mais aussi à l'extérieur. Et puis, on voit bien qu'on ménage un espace qui est libre, en quelque sorte, de toute construction, alors qu'on peut interpréter comme une sorte de cour, sans doute multifonctionnelle, mais qui pouvait notamment, mais pas seulement, permettre le parquage du bétail. Alors, si on regarde bien, effectivement, dans la palissade, il y a quand même une ouverture qui est un petit peu plus étroite, avec un système un peu en entonnoir, que l'on peut rapprocher de dispositifs que l'on trouve encore aujourd'hui dans les corrals de bétail, dans les enclos à bétail, qui permettaient de faciliter la gestion de ce bétail. Alors, ce genre de dispositifs, on va les retrouver évidemment sur des établissements plus importants et plus complexes. Donc, pour rester dans la sphère du premier âge du fer atlantique, on a ici l'exemple de l'établissement de Courseulles-sur-Mer en Normandie. Donc, c'est à peu près la même chose, mais les structures sont démultipliées en quelque sorte. Cette fois-ci, on a non pas un, mais plusieurs enclos. Alors, l'enclos principal qui se trouve ici couvre une superficie d'1 hectare, donc c'est déjà beaucoup plus grand. Cet enclos possède un rempart de pierres sèches. C'est un rempart qui est un petit peu de façade, de théâtre, parce que le reste de l'enclos, lui, était formé donc d'un système de fossés et de palissades. En fond de cour, à nouveau, un grand bâtiment qu'on va interpréter plutôt comme un bâtiment résidentiel, une maison, mais de très grande taille, 170 mètres carrés. Et puis, bien entendu, à nouveau, vous voyez une constellation de petits bâtiments quadrangulaires sur 4, 6 ou bien 9 poteaux qu'on peut interpréter comme étant de possibles greniers surélevés. Alors, ces greniers, on va les trouver essentiellement à l'intérieur de l'enclos, disposés d'une façon qui elle aussi était peut-être, comment dirais-je, théâtralisée, puisque pour celui qui est entré à l'intérieur de Courseulles-sur-Mer, il y avait une recherche de perspective. Il devait être face à quelque chose qui devait lui donner à penser qu'on avait d'abord et avant tout une sorte de, peut-être pas de muraille, mais en tout cas une accumulation très importante de greniers. Et puis, à nouveau, des espaces vides, dont certains peuvent avoir été utilisés à nouveau pour le parquage du bétail. Ici, on a encore même un système, vous voyez, de palissade, fermant cet angle nord-oriental. Et vous voyez que cet enclos communique avec un dispositif, à nouveau, alors en entonnoir, mais cette fois-ci très allongé, vous voyez, un couloir qui pouvait lui aussi servir à la gestion du bétail. Et puis, on pourrait encore discuter évidemment de la partie extérieure, de l'usage, de l'utilisation des autres enclos. Puis un petit détail ici, une tombe relativement riche qui date a priori du début de l'utilisation du site et qui pourrait correspondre à une sorte de tombe fondatrice, sépulture dans laquelle on a trouvé
les vestiges d'une femme avec une parure abondante. Donc une riche parure féminine. Alors, comment interpréter le site de Courseulles? Il s'agit bien entendu d'une ferme, un petit peu comme celle de Juniville, si ce n'est que son statut n'était certainement pas le même. Ici, on a affaire véritablement non seulement à une ferme, mais aussi à une unité qui permettait de centraliser en fait de centraliser un surplus prélevé sur les productions agro-pastorales. Et on peut envisager que le site de Courseulles ait été un centre domanial, c'est-à-dire un établissement duquel dépendaient des fermes satellites, en quelque sorte. Alors, le site de Courseulles-sur-Mer n'est pas isolé. On va trouver différentes variantes. Si on pousse, par exemple, le curseur en direction de l'ouest, c'est-à-dire en direction du massif armoricain, eh bien, on va trouver là aussi des établissements qui lui ressemblent beaucoup. L'un des plus connus étant le site de Paul Saint-Symphorien. Donc ici, c'est la première phase, celle qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors, on retrouve le même dispositif, vous voyez, un enclos principal d'environ 1 hectare. À l'intérieur, une très grande bâtisse qu'on peut interpréter comme un bâtiment résidentiel qui fait plus de 300 mètres carrés de superficie. À nouveau, des espaces libres, des cours, notamment une cour secondaire se trouvant en arrière qui pouvait être reliée pour partie, pourquoi pas, au parcage des animaux. Et puis ce qui est intéressant, c'est que dans le massif armoricain, eh bien, les greniers ou bien les silos sont ici remplacés en quelque sorte par des aménagements qui sont très particuliers à la région, qui sont en fait soit des souterrains creusés dans le sol ou bien des celliers qui étaient donc recouverts de terre et probablement pour partie cachés, invisibilisés. Donc il y a aussi peut-être la volonté, là pour le coup, de mettre à l'abri, de mettre au frais, et puis aussi, pourquoi pas, même de cacher une partie de ces ressources. Et puis un autre site qui est très particulier également dans le massif armoricain, parce qu'on déjà on est sur une île, on n'est pas sur le continent, c'est l'île d'Ouessant. Et là, on a pu mettre au jour véritablement une batterie de greniers très, très importante, attribuable donc à la fin du premier âge du fer, ce qui suggère là aussi qu'on peut avoir différentes formes de concentration de surplus agro-pastoraux, de concentration, donc des capacités de stockage. Alors ces établissements ruraux, on va en trouver bien entendu on va trouver des avatars en quelque sorte dans le monde hallstatien occidental, mais comme je l'ai dit, il va s'agir essentiellement de fermes qui ne vont pas comporter de système d'enclos. C'est la raison pour laquelle elles sont moins bien connues, probablement parce qu'il y a moins de prescriptions archéologiques que dans les autres régions. Souvent, ce sont les sites qui sont ceints d'une palissade ou d'un fossé qui font l'objet d'une prescription parce que c'est ce dispositif, vous voyez, d'enclos qui va permettre de les identifier, de faciliter leur caractérisation et de lancer ensuite l'opération enfin si je puis dire, la prescription et ensuite l'opération de fouille. Alors néanmoins, on connaît certains de ces établissements ruraux, mais ouverts par conséquent. Alors ici, on a un très bon exemple en Lorraine, c'est le site le site 4 de Gondreville. Donc là, on est bien dans le domaine hallstatien occidental. Donc c'est un site qu'on peut attribuer grosso modo au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et on identifie là aussi, alors même que le site est ouvert, une zonation assez précise des activités, avec probablement, vous voyez, une zone résidentielle dans cette partie, on va dire, centrale, avec des grands bâtiments qui peuvent être interprétés comme des maisons. Ensuite, un groupement de petits bâtiments de type grenier, pour faire simple. Une zone avec des foyers qui est interprétée comme une zone de possible torréfaction de céréales. Et puis au nord, cette fois-ci, une zone très développée avec une concentration importante de silos, pas moins de 155 silos qui ont été fouillés avec des formes différentes et qui ont pu faire l'objet d'une estimation en termes de volume et surtout de masse de céréales contenues par ces silos, donc quelque chose comme approchant les 300 tonnes de céréales. Un autre établissement que l'on peut
là aussi rapproché de celui de Gondreville. Là aussi, on a un système, vous voyez, avec une séparation des activités. On a à nouveau un bâtiment résidentiel qui se trouve cette fois-ci plutôt en position centrale, alors qui cette fois-ci est de grande taille, hein, et qui fait un peu penser à celui de Paul, Saint-Symphorien, même s'il est plus petit, hein, 280 mètres carrés, ça commence à faire pas mal. Et puis, comme vous le voyez, là, cette fois-ci, des enclos palissadés, mais qui se trouvent à l'extérieur. Hein, le bâtiment résidentiel n'est pas inclus dans ces enclos. Bon, il y a au moins 2 phases d'occupation. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'un de ces enclos, on a un bâtiment, un très grand bâtiment qu'on peut probablement interpréter comme un grenier. Et puis, vous voyez, dans la partie orientale, eh bien, on a à nouveau un grand espace, hein, qui est libre et qui n'est véritablement rendu visible qu'au travers de la disposition des structures annexes. Alors, essentiellement des silos, hein, une cinquantaine de silos que l'on trouve quasiment tout autour de cette ellipse. Et puis, comme vous le voyez, une concentration un peu particulière ici de bâtiments essentiellement à 6 poteaux interprétables, hein, comme des greniers. Alors voyons maintenant la situation dans certaines des places centrales du monde hallstattien. Je vais vous présenter en fait trois sites. Le premier, ce sera celui de Bourges, pour une raison simple, c'est que j'ai eu l'occasion d'y travailler pendant quelques années, et c'est en participant aux fouilles que que ma curiosité a été attirée quand même par ces structures, en particulier ces structures de stockage. Alors le site de Bourges, à vrai dire, il est très difficile d'estimer son ampleur et sa taille, parce qu'il s'agit là d'une agglomération qui est multipolaire, hein, donc il y a plusieurs zones d'habitat. Ce qui est sûr, c'est que ce site multipolaire couvre des centaines d'hectares, peut-être même plus d'un millier d'hectares. Il n'y a pas de limite très, très claire. Malheureusement, la partie peut-être la plus cruciale, hein, celle qui est interprétée comme la zone occupée le plus anciennement, celle qui peut être véritablement la zone résidentielle des personnages les plus importants de la société, malheureusement se trouve aujourd'hui sous le centre-ville actuel de la ville de Bourges, et c'est la raison pour laquelle finalement on connaît assez mal, hein, ce qui pourrait être la partie centrale du site. Donc c'est une agglomération qui est particulière parce qu'elle est surtout documentée en fait par sa périphérie. Alors cette périphérie peut être relativement éloignée. On sait qu'on a plusieurs batteries, notamment de silos, qui ont été mises au jour à 4-5 km de ce qui doit être la place, la zone centrale, si je puis dire, de l'agglomération de Bourges. Malheureusement, ces batteries de silos n'ont pas fait l'objet de fouilles systématiques, à l'exception de l'une d'entre elles, qui a été fouillée en grande partie. Et donc là, on a, vous voyez, 24 silos qui sont disposés de façon très régulière, orthogonale, avec toujours le même problème, hein, c'est celui de la datation, en fait, du moment où on a creusé et du moment où surtout on a utilisé ces silos. Effectivement, le matériel qu'on trouve à l'intérieur, il est presque toujours lié aux phases d'abandon. Alors ici, sur le site du chemin de Gionne, à plusieurs reprises, on a trouvé des éléments qu'on peut attribuer à l'Athènes B, mais aussi à l'Athènes A, en tout cas à la fin de l'Athènes A. Et donc, on peut penser que la phase d'activité principale du site date aussi de l'Athènes A. Une particularité, c'est que certains de ces silos ont livré dans des niveaux d'abandon des inhumations d'humains. Alors, si on regarde maintenant la situation véritablement dans l'agglomération elle-même, et une fois de plus dans des zones un peu périphériques, donc dans des zones que l'on attribue que l'on interprète en tant que faubourg, on a en particulier à l'est 2 zones qui sont celles de Saint-Martin-des-Champs d'une part et des établissements militaires d'autre part. Alors le site de Saint-Martin-des-Champs, lui, il a été fouillé à peu près sur 5000 mètres carrés. Donc il s'agit là véritablement d'un habitat, mais à vocation artisanale. Hein, donc, je passe sur les détails, mais là on voit bien que c'est vraiment
un secteur de l'agglomération qui était vraiment dédié à la production, notamment à la production métallique. Mais il a livré quand même 2 silos qui montrent qu'il y a du stockage agropastoral, mais en très petite quantité, donc des choses qui pouvaient être à l'échelle d'une famille, mais évidemment qui ne permettaient pas véritablement, qui n'outrepassaient pas les besoins nécessaires à quelques familles. Alors, par contre, un peu plus à l'est, on a une autre zone qui est celle des établissements militaires, qui malheureusement n'est connue que par des observations anciennes qui remontent au XIXe siècle. C'est des informations qui sont assez mal documentées, mais on a de bonnes chances de penser que dans cette zone ont été mis au jour beaucoup d'excavations dans lesquelles il y avait parfois des inhumations, mais un peu expéditives, à la manière de celles que je vous ai présentées précédemment pour le site de Gionne. Et ces inhumations sont associées à du mobilier, du Hallstatt D3, de l'Athènes A, si bien qu'on peut penser qu'une partie de ces excavations correspond tout simplement, là aussi, à une zone d'ensilage, ou en tout cas des fosses qui ont pu, pour partie, être initialement utilisées en tant que silo. Donc potentiellement, vous voyez, une zone avec de nombreux silos, mais on en reste évidemment au stade de l'hypothèse. Et puis un autre secteur encore, un peu plus au nord-est de l'agglomération. Donc là aussi, c'est un faubourg artisanal qui est bien documenté par des fosses ateliers avec une disposition relativement régulière. Mais dans ce quartier de faubourg artisanal du 5e siècle avant Jésus-Christ, toute une série, là aussi, sur une quarantaine d'hectares, toute une série de fosses qu'on peut interpréter comme des fosses de stockage, comme des fosses de silos. Alors au total, on a 23 fosses de stockage qui sont de tailles différentes, mais quelques-unes présentent vraiment des volumes qui sont très importants. Et là aussi, on a des indices d'abandon de ces silos, une fois plus à la fin du 5e et au 4e siècle avant Jésus-Christ. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une concentration d'une partie de ces silos au sud de ce faubourg. Et donc là, il faudrait une étude un peu plus détaillée, mais je pense qu'on a affaire à un volume de stockage qui dépasse cette fois-ci probablement les besoins de la seule communauté. Alors si on essaie de dresser maintenant un bilan au niveau de l'agglomération de Bourges, aujourd'hui on connaît 50 silos qui ont été bien fouillés, mais je l'ai dit, de nombreux autres ont été repérés. Il y a des problèmes évidemment de chronologie, mais qui sont propres à la datation du fonctionnement de ces aires d'ensilage, mais il est très vraisemblable qu'une bonne partie quand même d'entre eux ait été utilisés durant l'Athènes A, c'est-à-dire au moment du développement maximal de l'agglomération. On voit bien que d'un secteur à un autre, ces silos ont pu avoir une vocation purement familiale, mais que dans d'autres secteurs, là où ils sont plus nombreux, ils ont pu avoir une autre fonction, notamment pour éventuellement la redistribution auprès de la population. Alors, si la démonstration n'est pas complètement nette pour le site de Bourges, il y a un autre site qui est très intéressant pour ce qui est de l'accumulation des silos, c'est celui de Breisach, le site de Münsterberg. Alors, il s'agit d'une colline qui couvre à peu près une dizaine d'hectares, qui domine le cours actuel du Rhin. Et donc, cette colline a été fouillée sur à peu près presque 9% de sa superficie. Alors, vous voyez, plutôt dans des zones périphériques. Donc, on y trouve une accumulation très importante de silos. Bon, le site a été très raboté, c'est la raison pour laquelle on a uniquement la partie basse de ces silos. Mais si on fait le bilan, on peut considérer que ce site est d'abord et avant tout un grand espace de concentration d'ensilage. Donc aujourd'hui, on identifie pas moins de 300 silos, dont 68 d'entre eux sont assurément attribuables au Hallstatt D3 et à l'Athènes A. Et puis comme à Bourges, on a quelques exemples d'inhumation dans certains niveaux d'abandon. Alors cette concentration est tout à fait exceptionnelle et peut-être même unique dans le domaine hallstattien.
Et puis troisième et dernier site, c'est celui du Mont Lassois, c'est celui de Vix. Alors là, on a affaire à nouveau à une agglomération de grande taille, puisque la fortification la plus périphérique englobe une superficie qui dépasse 50 hectares, 52 hectares a priori. On a bien entendu la partie haute, qui est la partie citadelle. Et ce qui est intéressant, c'est que les recherches les plus récentes ont permis d'identifier une de ces rares fermes qu'on trouve surtout dans l'ouest et le nord de la France. C'est une de ces fermes à système, vous voyez, d'enclos palissadés, quadrilatéral, qui demanderait évidemment à être fouillé. Et on voit que, très vraisemblablement, dans un deuxième temps, cette ferme a été incluse dans le système de fortification. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'extramuros, on a des concentrations importantes de greniers, ici notamment dans la zone du Breuil. On a identifié, grâce aux prospections géophysiques et à quelques sondages, 8 greniers à 4 rangées de poteaux. Chacun de ces greniers couvre 120 mètres carrés de superficie. Donc là, ça commence à être très grand, ce qui représente au total 1000 mètres carrés de surface potentielle de stockage. Alors, allons voir maintenant sur la citadelle comment les choses se passent, en quelque sorte, comment les choses se présentent. Sur la citadelle, qui fait 6 hectares à peu près, on a tout un système de palissades qui détermine, alors non pas des rues, c'est pas du tout urbanisé, contrairement à ce qui peut être parfois écrit, mais on a en fait un système, vous voyez, d'enclos qui sont contigus et qui sont desservis par simplement un axe principal, qui traverse l'ensemble de cette citadelle. Dans ces enclos, on voit qu'il y a beaucoup d'espaces qui sont vides, qui pouvaient donc être utilisés pour toutes sortes d'activités. Mais si vous regardez bien, vous avez à nouveau des dispositifs en entonnoir qui font penser à de la gestion du bétail. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que les deux extrémités du site ont livré à nouveau des greniers, alors, dont certains sont vraiment de très grande taille, c'est très spectaculaire, notamment dans la partie sud, où là on a véritablement une batterie de greniers avec des bâtiments aménagés sur 5 fils de poteaux. Chacune de ces fils comporte 11 poteaux, 10 mètres de large, 20 mètres de long. Donc pour chacun de ces greniers, 500 mètres carrés de superficie. Et par ailleurs, des fouilles ont permis de documenter le stockage de l'orge. Alors au total, le site de Vix apparaît évidemment comme un centre de stockage très impressionnant, avec sans doute des parcs à bétail, des silos, je n'en ai pas parlé, mais qui restent à mieux caractériser, et surtout une concentration de greniers qui est unique pour l'époque et qui totalise quelque chose comme 1500 mètres carrés de superficie. Les systèmes de palissades montrent aussi des caractéristiques qui sont communes aux grandes fermes du premier âge du fer. Et la seule différence véritable avec les fermes de la même époque, c'est bien entendu le système de fortification et puis l'hypertrophie, la taille des différents bâtiments. Donc Vix est d'une certaine manière un véritable exemple de résidence princière, mais avec des traits agro-pastoraux qui sont assez évidents. Et puis on notera au passage que la citadelle, en termes de taille en tout cas, mais aussi d'une certaine manière d'organisation, peut être comparée avec des palais plus anciens du monde égéen, qui donc présentent un certain nombre d'affinités, mais je ne vais pas développer. Alors toutes les places centrales allstatiennes ne présentent pas des structures de stockage en aussi grand nombre, bien entendu, qu'à Breisach ou à Vix, ce qui montre bien, une fois de plus, la diversité fonctionnelle des sites. Mais ces structures de stockage apparaissent quand même très régulièrement et révèlent que le stockage agro-pastoral est une dimension importante de l'économie de ces places centrales. Alors cette importance des structures de stockage s'insère dans un contexte qui est beaucoup plus large que celui du seul domaine hallstatien, comme on l'a vu au travers notamment des grandes fermes du premier âge du fer atlantique. Alors ce contexte est visible également au travers de la valorisation symbolique des structures de stockage dans différentes régions de l'Europe. Alors c'est vrai en particulier, on le voit ici, en Italie centrale ou bien dans le nord de l'Europe, en tout cas en Poméranie et en Silésie. On a ici des exemples fameux, vous savez, de ces urnes qui ont été longtemps qualifiées d'urnes cabanes, qui ne sont pas des cabanes, ce sont en fait des représentations miniatures
de greniers. Ça semble assez clair. Et on peut se demander voilà, pourquoi on les a représentés de cette manière-là dans un cadre funéraire. Est-ce que c'était pour valoriser une forme de richesse ou bien pour des raisons symboliques en lien, pourquoi pas, avec la conservation ou la germination des graines? Alors, ces phénomènes de valorisation des greniers, on en trouve différentes déclinaisons. Par exemple, en Italie du Nord, dans le Val Camonica, on a des représentations rupestres avec véritablement des centaines de bâtiments qui sont représentés. Et ces bâtiments sont tous des greniers. Il n'y a quasiment pas de maisons. Et ces greniers peuvent être comparés encore aujourd'hui à des greniers surélevés traditionnels comme en Europe du Nord. Et puis, on peut trouver aussi les mêmes phénomènes, par exemple, dans le sud, cette fois-ci, avec des nécropoles qui, en Languedoc et en Catalogne, présentent des sépultures dont la forme reprend celle d'un silo. Alors, pour conclure, les places centrales alstatiennes intègrent ou polarisent, comme on l'a vu, de nombreuses structures de stockage, que ce soit donc pour les plantes ou bien pour les animaux, même si pour les animaux, les traces sont beaucoup plus difficiles à pister. Ce stockage révèle sans doute le dégagement de surplus agro-pastoraux liés à différentes causes. On peut évidemment évoquer l'optimum climatique du 6e, du 5e siècle avant Jésus-Christ, des innovations techniques, par exemple le développement de l'outillage en fer, et puis aussi, pourquoi pas, un rapport différent à la terre et à la propriété. Cette économie de stockage révèle aussi qu'une partie des surplus agro-pastoraux était prélevée et centralisée par une élite pour être ensuite redistribuée ou bien échangée. Un peu partout en Europe tempérée occidentale, du premier âge du fer, cette richesse agro-pastorale est valorisée, donc ça ne concerne pas que le monde hallstatien, elle est valorisée aussi bien économiquement que symboliquement. Et dans le domaine hallstatien, la gestion des stocks agro-pastoraux a dû jouer un rôle capital dans le développement et l'économie des places centrales, de même que dans l'accentuation des inégalités socio-économiques. Sans doute est-ce que cela a joué plus de... sans doute cela a dû avoir même plus d'importance que les liens finalement développés avec le domaine méditerranéen. Alors cette capitalisation des richesses agro-pastorales par le stockage apparaît à une échelle qui était en fait inconnue précédemment, c'est-à-dire à l'âge du bronze. C'est une mutation majeure et cette mutation majeure peut traduire la naissance ou bien le développement de la propriété foncière. Voilà, je vous remercie de votre attention et désolé d'avoir un petit peu débordé.